La démocratie, ce sont bien entendu des idées. Et nous commençons la partie de notre série consacrée à ces idées, ici, aux Archives nationales, lieu symbole de la mémoire longue, de la mémoire lointaine, parce que si l'histoire de la démocratie moderne commence à la fin du XVIIIe siècle, les idées, l'invention des premières idées démocratiques remonte à beaucoup plus loin. S'il faut repenser la démocratie des Grecs, on a tendance à évoquer de grands noms, Solon, Lycurgue, Aristote, Platon, mais nul d'entre eux n'était démocrate. Au contraire, la démocratie s'est fabriquée dans la pratique, elle s'est improvisée. Il faut donc étudier les pratiques du peuple. Et la chose n'est pas facile quand il s'agit de remonter 2500 ans. Et donc nous allons le faire avec François Hartog, un grand spécialiste de la démocratie athénienne, qui enseigne à l'école pratique des hautes études. Et nous allons le faire, vous allez voir, avec d'assez fabuleuses découvertes. Vous allez découvrir une notion qui s'appelle l'isonomie, qui est tout à fait centrale dans la compréhension du phénomène démocratique. Mais enfin, centrale, c'est pas le mot, parce que justement, il n'y a pas de centre. Mais déjà, l'on s'y perd. On ne va pas vous le raconter, vous allez le voir vous-même. Avec François Hartog, remontons il y a 2500 ans. Et puis ensuite, nous verrons comment les inventions de cette époque ont repris vie, ont donné lieu à des idées politiques qui ont été à l'origine de la démocratie moderne avec John Pocock. Mais d'abord, faisons ce long voyage. Démocratie, c'est un mot grec. Et il a été porteur, il y a 2500 ans, de quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire des sociétés humaines. On a vu surgir là un régime inouï. Que signifie le mot? Pouvoir du peuple. Démos, kratos, le pouvoir du peuple. Mais le mot lui-même, de démocratie, peut signifier, et les Grecs l'ont ainsi compris, ou bien le pouvoir du peuple, et ce qui a donné dans notre Constitution aujourd'hui encore, dans l'actuelle Constitution française, pour le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est la première acception, ou bien pouvoir de la foule, de la masse, et c'est une acception péjorative. Et c'est celle que les adversaires de la démocratie, en Grèce, n'ont cessé de retenir, en disant que ce régime démocratique, c'est en fait le pouvoir de la foule, pour la foule, au bénéfice de la foule. Les Athéniens ont inventé la démocratie comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas été les seuls, qu'ils n'ont peut-être pas été les premiers, mais que pour toujours, le nom de démocratie est associé à celui d'Athènes. Cette démocratie athénienne a dans l'ensemble laissé ses adversaires s'exprimer. Et c'est une différence entre Athènes et Sparte. À Sparte, on ne pouvait parler que de Sparte, que faire l'éloge de Sparte, alors qu'à Athènes, on pouvait faire l'éloge de Sparte. Mais l'histoire d'Athènes n'a pas été que démocratique. Ce serait une erreur de s'imaginer cela. Il y eut un avant, une époque où Athènes n'était pas démocratique, et un après où Athènes n'était plus démocratique. Et en gros, la démocratie a duré 2 siècles. Ce qui peut paraître court, mais réfléchissons, par rapport à nos propres démocraties, celles que l'on appelle les vieilles démocraties, ont-elles beaucoup plus de 2 siècles. Alors celui qui a instauré la démocratie, c'est Clisthène, un réformateur en 507 avant Jésus-Christ. Et on peut dater la fin de la démocratie à l'année 322, au moment où les Macédoniens, avec Philippe de Macédoine, mettent fin au régime démocratique et installent une oligarchie à Athènes. Pendant cette période de la démocratie, Athènes, notons-le,
a été la cité du monde grec la plus active, la plus puissante, la plus riche, mais aussi la plus conquérante. Et l'on voit bien qu'il n'y a aucune affinité particulière entre la paix et la démocratie. Au contraire, Athènes a été ce qu'on a appelé une cité impérialiste. Elle a conquis un empire, elle a dominé un empire, et le régime démocratique lui-même s'est nourri de cet empire. De plus, pendant le temps même de cette démocratie, il ne faudrait pas s'imaginer que l'histoire a été toute unie, toute calme. Tout au contraire, les crises ont été nombreuses et les remises en cause de la démocratie ont été fréquentes. Dans le contexte de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, le régime démocratique a même été par 2 fois supprimé, abrogé. En 411, l'Assemblée du peuple a voté elle-même l'abrogation de la démocratie. Et en 404, après la défaite athénienne face à Sparte, s'est installé un régime que l'on a appelé le régime des 30 tyrans, du nom de la commission qui exerçait le pouvoir, régime sanglant. Les démocrates qui avaient fui Athènes ont finalement repris le pouvoir, ont pu revenir à Athènes, réinstaurer la démocratie. Et là, on a vu quelque chose qui, pour la première fois, je crois, se produit, c'est-à-dire une amnistie. Les Athéniens, chaque Athénien a dû prêter le serment de ne pas se souvenir des maux passés. Le Conseil a approuvé un projet de loi portant amnistie. La loi d'amnistie qui va être déposée sur le bureau de l'Assemblée a pour objet l'amnistie totale de tout ce qui se rattache aux événements d'Algérie. Il n'y aura plus aucun souvenir des affaires d'Algérie au point de vue pénal, est tel et bien le but de l'amnistie, car comme vous le savez, la grâce c'est le pardon, et l'amnistie c'est l'oubli. Un tyran proche de sa fin convoque un de ses familiers et lui dit « Je te confie le pouvoir ». Ce dernier, voulant se montrer le plus juste des hommes, convoque, lui, les citoyens et leur dit « Je ne veux pas exercer ce pouvoir, je trouve cela injuste, je le dépose au centre pour que chacun en ait une part ». Et nous voyons surgir là, à travers cette anecdote, ce concept fondamental qui est celui de l'isonomie. Isonomie qui signifie non seulement un partage égal de la loi égale pour tous, mais aussi le fait que chacun concourt activement, possède par lui-même une même part de la souveraineté. Activement, car la cité grecque est une cité de participation et est une cité où l'exercice effectif du pouvoir est le fait de chacun des citoyens, de chacun des ayants droit, qui se proclament ainsi en position de parité par rapport à ce centre où le pouvoir se trouve être déposé. Quand l'isonomie devient pouvoir du grand nombre, alors nous pouvons dire que nous sommes entrés dans la démocratie. À quoi la reconnaît-on? Au fait que toutes les délibérations y sont publiques, au fait que les magistratures s'y obtiennent par tirage au sort, et au fait que le citoyen est celui qui, tour à tour, comme le dira Aristote, gouverne et est gouverné. Et nous arrivons à cette formule étrange, dont l'étrangeté résonne encore à nos oreilles, qui est la loi même de la démocratie. Dans la majorité se trouve le tout. Cette loi de la majorité, on la trouve pour la première fois dans la pièce d'Eschyle l'Orestie, en 458 avant notre ère. Oreste, meurtrier, est jugé. Et pour mettre fin à cette suite de vengeances qui ne s'arrêtait pas, Athéna propose
qu'il soit jugé par un tribunal composé des meilleurs des citoyens. Et elle ajoute que, au terme du vote, si le partage des voix est égal, alors Oreste sera acquitté. Et elle-même annonce qu'elle va voter en faveur d'Oreste. Et que se passe-t-il? Le vote a lieu, le partage est égal, Oreste est acquitté. Avec Oreste et l'Orestie, nous étions dans le domaine de la justice, de la fondation de la justice. Avec le sophiste Protagoras, nous allons encore un peu plus loin vers ce qu'on pourrait appeler le lien social et le contrat social. En effet, une communauté, pour pouvoir subsister, pour pouvoir durer, a besoin de quelque chose qu'il appelle l'art politique. Et il nous raconte une histoire pour nous expliquer cela. Zeus est inquiet parce que les hommes n'arrivent pas à vivre ensemble et que sans cesse, il y a des guerres, sans cesse, ils se tuent. Craignant de voir l'espèce humaine disparaître, il envoie Hermès donner aux hommes cet art politique, qui est fait, dit-il, de respect et de justice. Alors ce sont de vieux mots, de vieilles notions, mais qui signifient en fait qu'il ne peut pas y avoir de communauté humaine sans cette reconnaissance de l'autre comme un alter ego. Dans cette perspective, la politique est une technique, un artefact. Elle n'est pas une science, et la communauté humaine est quelque chose qui s'institue, qui s'auto-institue. C'est un élément fondamental. Et bien entendu, Protagoras est un démocrate. Et pour lui, cet art politique doit être partagé également entre tous les hommes. Tous les hommes, chaque homme, et pourtant l'on sait bien que la cité antique a exclu de la citoyenneté les femmes, les esclaves, les étrangers. Ce sont là ses limites. L'universel n'est pas le fait de la cité grecque, ni en pensée, ni en acte. On peut toutefois rappeler que Clisthène, le fondateur de la démocratie, au moment où il instaure le régime démocratique, inclut dans le corps civique de nouveaux citoyens. Cela ne suffit pas pour faire d'Athènes une cité ouverte, mais ces quelques points suffisent au moins pour dire qu'on ne peut pas, de manière légitime, associer démocratie et exclusion, et dire, en se référant à la démocratie athénienne, que l'exclusion de l'étranger a toujours fait partie de la définition même de la démocratie. François Hartog vient donc de nous éclairer sur les incroyables inventions des Athéniens il y a 2500 ans. Ensuite, comme on le sait, il y a eu une sorte, on pourrait presque dire en étant un peu lyrique, un peu excessif, une sorte de longue nuit où la démocratie a disparu, et puis les idées vont à nouveau ressurgir. C'est vrai, et pour les découvrir, nous allons consulter John Pocock, qui est professeur retraité à l'université de Johns Hopkins aux États-Unis. C'est un grand spécialiste qui a parlé et écrit de la pensée démocrate depuis Machiavel jusqu'au long du XVIIe, XVIIIe siècle. John Pocock représente un nouveau courant dans l'étude des idées politiques. D'après lui, il ne suffit pas d'étudier des textes classiques, mais il faut cerner le discours politique à travers toute une série d'institutions et de luttes idéologiques. C'est donc John Pocock qui va nous expliquer ce que c'est que cette nouvelle poussée démocratique qui est partie de la Florence de la Renaissance. Au cours des XIVe et XVe siècles, les cités-États du nord et du centre de l'Italie manifestent un intérêt croissant pour le conceppe de liberté développé dans l'Antiquité à Athènes, Sparte et Rome. Ce concept, énoncé par Aristote et Cicéron, insiste sur le principe d'égalité entre les citoyens
dont chacun, détenteur des mêmes droits, gouverne et est gouverné en fonction de décisions prises en commun, dans le respect de la parole des anciens. C'est sur ce principe d'égalité que s'exprime la vertu citoyenne. Cette égalité et l'exercice de cette vertu restent l'apanage d'une minorité. En sont exclus les femmes et les domestiques. Égalité et vertu appartiennent aujourd'hui encore à l'idée que nous nous faisons de la liberté en démocratie. La liberté suppose l'égalité. L'essence de la liberté s'exprime au cœur même de la pratique égalitaire. Il y a une grande différence entre une ville médiévale habitée par des marchands et des artisans et une cité antique. On peut supposer que l'usage de la liberté induit l'application des vertus chrétiennes et sociales, ainsi que l'égalité politique propre aux Grecs et aux Romains. On peut également soutenir qu'un homme est nié s'il est privé de droits politiques, si on lui interdit de porter les armes ou de s'exprimer et d'intervenir dans les affaires publiques. Dans le contexte exceptionnel de la dernière République florentine, Jérôme Savonarole prêche que la République n'est autre que le royaume du Christ, devant lequel tous les hommes sont égaux. Tandis que Nicolas Machiavel enseigne que dans la Rome antique, le peuple tout autant que l'aristocratie porte les armes et participe à la vie publique. Machiavel insiste sur l'origine du mot vertu, virtus. Ce terme présocratique et pré-chrétien fait moins référence à la pratique de la charité qu'à l'exercice de la force virile au service d'une cause publique. Il évoque également le problème du libertas et imperium, la liberté et l'empire. Car ces hommes libres, qu'étaient les Romains, ont soumis d'autres individus et fondé un empire qui a porté atteinte à leur intégrité avant de se dégrader lui-même. Venise lui oppose le modèle d'une république exclusivement aristocratique, qui place une élite au-dessus de la masse. Elle cherche à maintenir son équilibre en évitant les conflits et en affermissant sa puissance maritime. La partie suivante de l'histoire concerne l'Angleterre. Dans le contexte des monarchies tempérées de l'Empire romain et de l'Europe médiévale, se forme une idéologie des droits plutôt que de la citoyenneté. Elle permet de défendre sa propriété, sa vie et sa liberté devant un tribunal. Le droit découle de la propriété et la propriété est définie par la loi. Au moment le plus fort des guerres civiles anglaises, on admet que la liberté autorise à choisir la forme de gouvernement que l'on souhaite. En 1656, John Harrington déclare que l'Angleterre est désormais une république. Les événements historiques ont conduit à l'abolition du pouvoir de la noblesse et autorisé chacun à défendre sa terre par les armes. Comme celui de porter les armes, lui donne en revanche l'obligation de s'impliquer en tant que citoyen dans les affaires publiques. 5 ans plus tôt, Thomas Hobbes faisait déjà remarquer, lorsque les citoyens s'affrontaient dans les guerres civiles, qu'il serait préférable de les voir s'incliner devant une autorité publique et s'en remettre pour les affaires d'État à un souverain représentatif. De la sorte, la souveraineté et la représentation ne feraient plus qu'une. Mais il faudra attendre de nombreuses années pour que le gouvernement représentatif soit considéré comme l'expression de la liberté individuelle par le choix d'un représentant. Aux alentours de 1700, se produit une révolution dans la pensée politique européenne. Les États disposent alors d'armées de métier, garantes de leur autorité. Les guerres civiles et religieuses semblent appartenir au passé, et chacun aspire à l'harmonie sociale
et à la prospérité parmi ses semblables. Chacun peut alors trouver, à travers sa société et sa culture, un mode d'existence bien plus enrichissant que ne le permettaient les vertus antiques ou chrétiennes. Plus personne n'assume le rôle de garant de la tradition antique. Mais l'on en vient à se demander si l'affaiblissement de l'intervention des citoyens dans la vie politique ne nuit pas à leur liberté et à leur virtus. Les philosophes et les historiens du XVIIIe siècle en débattent longuement. Ils établissent un parallèle entre cette question et la conviction de Jean-Jacques Rousseau, selon laquelle la civilisation nous écarte de notre vérité intérieure. Au moment où la vie économique, la société et la culture prennent le pas sur la politique, survient une querelle entre le sens moral et l'intérêt économique, entre les destins individuels et les processus collectifs. La Révolution américaine découle en partie des idées républicaines anglaises. Il faut entendre républicaine dans le sens d'une opposition à la monarchie de Hanovre, à son fonctionnement économique et politique. La liberté politique individuelle, qui donne sens au mot vertu, doit être garantie contre un gouvernement dont les représentants sont corruptibles. Cependant, la Constitution des États-Unis souhaite un gouvernement fédéral à la tête d'une république qui engloberait l'ensemble du territoire. Cette république contrôlerait la dette nationale et centraliserait le pouvoir en lui donnant une nouvelle structure. Pendant la Révolution française, le langage de la vertu républicaine est assimilé à la terreur jacobine. Ce qui amène Benjamin Constant à dire que la liberté chez les anciens et chez les modernes sont de nature différente. La première met l'accent sur l'individualité de chaque homme, l'autre sur l'hétérogénéité de la société. Mais chaque homme possède-t-il un sens moral? Constant lui-même, sous l'apparence d'un bon bourgeois du XVIIIe siècle, n'est en réalité qu'un égocentrique obsédé par l'érotisme dans une époque romantique. Nous sommes probablement aujourd'hui à la fin d'une période que l'on peut appeler l'ère des révolutions et qui va de 1789 à 1989. Le droit de vote est aujourd'hui un phénomène répandu et solidement ancré. Mais l'homme a peu d'occasion de s'impliquer dans la vie politique à travers ses représentants. Il a le sentiment que ses représentants ne privilégient pas ses besoins, mais des nécessités économiques qui transforment complètement son mode de vie, au point qu'il lui arrive de ne plus se reconnaître lui-même. Devoir s'en référer à une définition très ancienne de la citoyenneté dans un monde moderne, qu'il soit celui de Constant au XIXe siècle ou le nôtre à l'orée du XXIe, revient à dire qu'il existe une difficulté pour les postmodernistes à donner une définition cohérente de la démocratie et de la nature de l'homme d'aujourd'hui. J'espère que vous avez goûté comme moi tout ce que nous ont appris François Hartog et John Pocock sur l'ancienneté inouïe de ces inventions intellectuelles à l'origine de nos démocraties, et puis sur ce fil perdu et retrouvé qui a été tissé et retissé avant la révolution démocratique moderne. Et il ne suffit pas, d'après eux, d'étudier quelques textes classiques. Au contraire, il faut cerner les institutions, comprendre les luttes idéologiques et entrer en quelque sorte dans un langage idéologique et philosophique en même temps. Il faut connaître des notions clés comme vertu, comme représentation, sans parler d'autres souverainetés du peuple. Ce ne sont pas des choses évidentes. Et ce sont les notions que nous allons retrouver alors dans leur sens moderne, cette fois-ci avec notre prochaine émission qui, après les anciens, nous amènera vers les idées des modernes.